bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. Et oui, c'est l'heure de l'émission de TV5 Monde consacrée au développement durable. Comme chaque semaine, rendez-vous avec vos rubriques. Coup de cœur, coup de gueule, éco-geste. Tous les détails, c'est dans le sommaire de l'émission. Il y a 5 ans, l'ouragan Katrina frappait la Nouvelle-Orléans. En quelques heures, Robert Greene perdait tout. Pour venir en aide aux sinistrés, Brad Pitt faisait construire des maisons écologiques. Aujourd'hui, Robert habite l'une de ces maisons. Clichés, lieux communs, bons sentiments, les journaux télé, en été, peuvent mieux faire. Séquence éco-geste pour régler ses factures, rien ne vaut Internet. Notre nouveau feuilleton, à la rencontre de ces apiculteurs parisiens passionnés. Et l'invité de Coup de pouce pour la planète s'appelle Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yab, faut-il dire, YAB, puisque ce sont vos initiales. Photographe, reporter, cinéaste, qui ne connaît pas le best-seller La Terre vue du ciel, 3 millions d'exemplaires. 3 millions d'exemplaires vendus en 24 langues. Qui ne connaît pas Home, votre long métrage, votre documentaire qui sera diffusé justement sur TV5 Monde ce week-end. On sait peut-être moins que vous avez commencé votre carrière comme acteur. Dans votre filmographie, il y a 10 mois qui tuait, c'était en 1965. Il y a OSS 117, Prends des vacances, en 1970. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait carrière? J'étais très mauvais. À ce point-là? Terriblement mauvais. Alors, c'est au début des années 70 que vous plongez en quelque sorte dans la nature. Vous dirigez une réserve naturelle avant de partir au Kenya pour suivre une famille de lions. Et c'est là que vous découvrez le pouvoir de la photo. C'est bien ça? Bah oui, je voulais devenir scientifique. Je rêvais d'étudier les animaux sur le terrain, un peu vous savez ce que font les grands scientifiques anglais, dont Jane Goodall est une des plus grandes personnes, et qui reste sur le terrain, pas qui apprivoise, mais qui se fait, les animaux s'habituent aux scientifiques, on peut les voir de très près. Et donc j'étais passionné par ça, et je rêvais d'étudier les lions. Parce que moi, pendant entre 20 et 30 ans, j'avais dirigé une réserve, j'avais élevé beaucoup de bébés lions, mais j'avais vu que des animaux en captivité. Et je rêvais d'étudier les lions sur le terrain. Donc avec ma femme Anne, on est parti 3 ans étudier tous les jours la même famille de lions pour préparer une thèse, on n'a pas été au bout d'ailleurs, mais pour faire un doctorat. Et donc je me suis aperçu à ce moment-là que la photo amenait une information différente de celle de l'écriture et dont on avait vraiment besoin pour la thèse. Donc je suis devenu photographe et je dis souvent, et il y a quelque chose de vrai là-dedans, que ce sont les lions qui ont été mes professeurs de photographie. Et puis là-bas, j'ai appris la patience, la lumière, peut-être le sens de la beauté, extraordinaire, quelque chose d'essentiel. Et puis surtout, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais moi-même nature, que je faisais partie de ce milieu. Il n'y avait pas d'un côté l'homme et d'un côté la nature, c'était un. Alors, vous êtes l'invité de l'émission parce que Home, votre film documentaire, est diffusé sur TV5 Monde. Et c'est un événement parce que c'est la première fois que c'est la version longue qui est diffusée à la télévision. C'est la version cinéma qui est la version la plus intéressante, que j'adore. Celle que vous préférez? Ah oui, de vraiment loin. D'accord. Ouais. On invite nos téléspectateurs à regarder donc Home, version longue, sur TV5 Monde. Mais vous êtes aussi notre invité parce que vous lancez une grande opération ce week-end qui s'appelle 10-10. C'est quoi le principe? 10-10, c'est se dire, OK, les politiques, ça n'a pas marché comme on voulait à Copenhague. On voit bien qu'en ce moment, c'est très compliqué de changer sa façon de vivre. Mais si on croit vraiment au changement climatique, et si on croit vraiment qu'on a un impact sur la planète, et qu'on n'est pas coupable, ça c'est important, mais qu'on est simplement responsable et qu'on peut faire quelque chose, on invite la France entière, tous les Français dans le monde entier, à réduire leurs gaz à effet de serre de 10% en 2010, en commençant maintenant pendant 1 an. Et l'idée, c'est que, d'abord, d'être écolo, c'est aimer la vie, c'est aimer les autres, c'est jouir de la vie. C'est pas un écolo, c'est pas quelqu'un de triste. Donc, c'est continuer à vivre, mais en faisant attention. Et je pense que si on fait attention à sa façon de vivre, qu'on fait des petits efforts, des petits gestes simples, agir rend heureux. C'est ça qui est important. Et ce que je voulais dire, c'est que je viens de rencontrer par hasard Kouchner. Et je lui ai dit, Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, mais voilà ce qu'on est en train de faire. Ça serait génial que les ambassades, parce que c'est une opération anglaise au départ, et toutes les ambassades anglaises dans le monde ont signé 10-10. Alors je dis ça à Kouchner qui m'a dit, mais c'est génial, vous pouvez annoncer officiellement ce soir, je suis sur TV5, les Français à l'étranger vont m'entendre, ce sont tous des ambassadeurs. Donc, messieurs les ambassadeurs, vous allez recevoir bientôt une lettre de votre ministre que vous allez signer 10-10 et essayer dans toutes les ambassades françaises à l'étranger de réduire vos gaz à effet de serre. Voilà. Et on peut tous faire quelque chose. Et puis j'espère que... Et donc, si les gens qui m'écoutent en ce moment ont envie de s'engager, ils vont sur le site de Good Planet ou sur le site de 10-10 et ils signent et ils s'engagent. Il n'y a pas de sanction, ils s'engagent uniquement devant eux-mêmes.
c'est un engagement qu'ils prennent tout seuls. Et c'est un geste volontaire, c'est ça qui est beau. La taxe carbone, ça coûtait de l'argent, et là, nous allons en économiser. Alors, quel est le fait d'actualité qui, d'après vous, a retenu notre attention cette semaine? Eh bien, en fait, c'est le bras de fer entre l'Australie et le Japon. L'Australie qui porte plainte contre Tokyo, une plainte officielle déposée auprès de la Cour internationale de justice. Objectif, mettre un terme à la pêche à la baleine dans l'Antarctique. Il faut savoir que chaque année, les pêcheurs japonais pêchent plusieurs centaines de baleines au nom de la recherche scientifique. En fait, il s'agit plutôt d'une tradition ancestrale pour l'archipel. Yann Arthus, vous pensez qu'on peut continuer à pêcher une espèce qui est en voie de disparition au nom justement de la tradition? On n'arrive même pas à empêcher qu'on consomme du thon dans les restaurants sushi à Paris. Alors c'est très difficile de donner des leçons aux Japonais, ça c'est une chose. Après, on n'est pas assez strict. Si vraiment les Japonais font quelque chose de mal, qui n'est pas bien, eh bien, il faut directement aux Nations Unies les attaquer avec des sanctions. Alors souvenez-vous. C'était le 29 août 2005. Un ouragan, l'un des plus puissants qui ait jamais balayé les États-Unis, s'abattait sur la Louisiane avec des vents de 280 km/h. Un ouragan qu'on a appelé Katrina. Ouragan meurtrier, il a fait officiellement 1836 morts. Alors tout le monde se souvient de ces images de désolation qui ont suivi la catastrophe. La Nouvelle-Orléans dévastée, inondée, une foule immense de sinistrés qui cherchaient refuge tant bien que mal. Alors Katrina a laissé des traces indélébile, mais 5 ans plus tard, l'espoir renaît à la Nouvelle-Orléans, car certains n'ont pas oublié, c'est le cas d'un grand nom de Hollywood. Il n'en a peut-être pas besoin, mais coup de pouce cette semaine à Brad Pitt. Vous allez comprendre grâce aux explications de Mylène Girardot et Didier Alouche. Avant Katrina, dans ce quartier de la Nouvelle-Orléans, plus un seul lopin de terre n'était disponible à la construction. Aujourd'hui, dans le Lower Nines, les terrains vagues sont légion. La communauté est partie, les ouvriers noirs qui vivaient là ont abandonné leur maison. Robert Greene habite ici depuis toujours. En 2005, quand Katrina frappe la Louisiane, Robert voit sa mère et sa petite fille de 3 ans mourir, emportées par les flots. Ma famille, mes petits-enfants et moi, on a réussi à surmonter ce qui s'est passé ce jour-là. Katrina a été une tragédie. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'on peut faire les choses maintenant pour améliorer la vie des gens, pour ceux qui sont revenus et ceux qui vont revenir. Les 3 années qui suivent, Robert et sa famille logent dans ces caravanes prêtées par le gouvernement, jusqu'à l'achèvement de sa maison flambant neuve, une maison écologique sur pilotis et résistante aux cyclones. Maintenant, nos maisons sont meilleures, plus solides, plus écologiques. Nous avons des maisons respectueuses de l'environnement. Des murs et des sols en matériaux recyclés, des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs d'eau de pluie. Tout a été pensé pour économiser au maximum les ressources naturelles. La maison des Greene fait partie du programme de la fondation Make It Right. Elle aide les sinistrés à reconstruire des maisons écologiques dans le quartier. Cette fondation apporte architectes et matériaux pour des maisons à des prix abordables. Celle de Robert a coûté 135 000 €. Il a payé les 2/3 et bénéficié d'une subvention pour le reste. À l'origine du projet, Brad Pitt. Particulièrement impliqué, la star d'Hollywood prend très à cœur ce programme social et écologique. On voulait aider à reconstruire et combattre les frustrations. On ne peut pas ramener à la vie les gens perdus et les souvenirs. Mais on peut, peut-être, construire quelque chose de plus intelligent qui offre une nouvelle manière de vivre pour les gens. Une aide inespérée pour ces familles qui n'ont toujours pas digéré l'abandon de l'État fédéral après les ouragans Katrina et Rita. Après tant de promesses non tenues, Brad Pitt, lui, a redonné l'espoir. Il a fait ce qu'il a dit. Il a prouvé qu'il était sincère. Et il a aidé les familles qui habitaient là à revenir avec fierté et dignité. Il a restauré notre communauté. 150 familles sont concernées.
Avant la fin de l'année, la moitié d'entre elles aura emménagé. Et si avant Katrina, les habitants n'étaient pas toujours bien lotis, aujourd'hui le Lower Nines abrite les maisons les plus écologiques des États-Unis. Alors une toute petite précision, bien entendu, nous nous exposons aux critiques car nous savons que la Louisiane est le théâtre d'une très grave marée noire après le naufrage d'une plateforme pétrolière. Mais nous avons décidé aussi de montrer des choses positives, des initiatives positives et celle-là l'est à plus d'un titre. Yann Bertrand, c'est ça pour vous le développement durable? Moi, ce que j'essaye de faire dans toutes mes émissions, c'est de penser. Il est trop tard de toute façon pour être pessimiste. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses positives en Louisiane avec la marée noire. Donc c'est formidable que vous ayez montré ça. Et surtout, c'est bien que des stars s'engagent parce que je pense que quand on a une vraie notoriété, eh bien, votre nom peut servir à quelque chose. Il faut la mettre au et service voilà, exactement. d'une cause comme celle-ci. Je pense que ça aussi, ça vous rend meilleur. D'accord. Juste un petit mot, parce qu'il y a des choses qui doivent aussi beaucoup vous énerver. On vous a posé beaucoup de questions. Il y a des gens qui vous mettent en accusation. Je voudrais vous montrer juste l'image. Une image, vous allez la commenter, c'est le dossier du Canard enchaîné, un hebdomadaire satirique français, qui vous traite d'écologiste. Parce que vous allez faire vos photos en hélico, que vous avez une empreinte carbone. Qu'est-ce que vous répondez au Canard enchaîné qui vous met dans la catégorie des profiteurs du business vert? Ça m'embête parce que d'abord j'aime bien le Canard enchaîné. Le problème c'est que c'est pas très sérieux, quoi. Dans le papier, là, on dit que je vais au bureau en hélico tous les jours. Bien évidemment, je ne vais pas au bureau tous les jours. Le fait de servir un hélicoptère pour travailler et d'émettre du carbone, j'étais le premier à en parler, très honnêtement, en l'an 2000. Et donc, j'ai créé une association pour compenser mon carbone. Mais ce n'est pas une excuse. J'essaye aujourd'hui de voler le moins possible, de voler utile. Voilà, c'est mon métier. Je sais que quand on fait un film, une émission de télé qui est vue par des millions de personnes, ben, j'investis un peu dans du CO2. C'est pas extraordinaire, je le compense. C'est pas une excuse. Hein. Moi-même, je m'en sens responsable et c'est quelquefois un peu coupable. Mais voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Je pense que c'est une bonne façon de montrer la Terre. Aujourd'hui, il n'y a pas un documentaire qui se fait sans qu'il y ait des photographies aériennes. Alors, autre critique qu'on vous fait, on vous accuse d'être un éco-tartuffe. C'est pas moi qui utilise le terme. Hein. Attention, un éco-tartuffe. Ça, c'est toujours les mêmes. Ouais, ben, vous savez... un fossoyeur de la décroissance, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire tous les gens de la décroissance qui trouvent que je travaille avec des grosses sociétés. Vous savez, il faut quand même dire que vous avez parmi vos mécènes François-Henri Pinault, le dirigeant de PPR, BNP Paribas. Mais quand vous avez une fondation avec 30 personnes et que vous faites des choses, vous les faites avec quoi? Comment vous pouvez payer les gens? Voilà, on a travaillé gratuitement sur Home. Home ne ramène pas d'argent. Donc voilà, une fondation se sert avec des gens qui vous donnent de l'argent. C'est pas des particuliers qui vous donnent, et puis c'est aussi des grandes entreprises. Et je peux vous dire, je passe sans doute 10% de mon temps à aller chercher des fonds pour ma fondation, mais j'en suis fier. Voilà. Allez, on va passer au coup de gueule de la semaine. Et il vise, ce coup de gueule, les marronniers. Dans le jargon journalistique, les marronniers, ce sont ces sujets qu'on retrouve chaque année, à la même période. Alors Franz Vaillant en a marre des marronniers de l'été. Il faut dire qu'il y aurait tant de choses plus intéressantes à dire. Cet été, sur vos petits ou grands écrans, voici quelques reportages que vous ne verrez sans doute pas. En Zambie, ce potager fertilisé à l'urine, parce que l'urine, qui le sait, contient 3 éléments nutritifs essentiels pour les plantes. Peu de chances de s'envoler pour l'Inde pour découvrir les progrès réalisés dans l'assainissement des eaux usées. On ne verra donc pas le docteur Patak, dont les travaux ont permis d'améliorer la santé, la dignité et la vie de millions de personnes. On ne verra sans doute pas davantage de sujets sur cette société française qui propose à ses clients des cercueils en carton faits de cellulose, amidon de maïs et de pommes de terre. Non. Cet été, comme depuis 50 ans, vous aurez droit à la canicule, les bouchons, les juilletistes, les haussiens, les chassés croisés, les crèmes glacées, les piqûres de méduses, les incendies ravageurs, les pompiers à pied d'œuvre, les piscines meurtrières, les brumisateurs, les limitations d'arrosage, les limitations de vitesse, les orages violents, le prix des fruits, le goût des melons, l'économie de vacances, les vacances du pouvoir, les vendeurs de beignets, les lignes de production, les campings à la ferme. En été, les sujets mièvres se ramassent à la pelle, les lieux communs et les regrets aussi. Ça, c'est un vrai beau sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, la hiérarchie de l'information dans les chaînes publiques françaises, c'est dramatique. Alors pourquoi dramatique. D'après vous, est-ce que les bonnes nouvelles sur le front du développement durable ne trouvent pas d'écho dans l'arène médiatique? Aussi,
D'abord, il n'y en a pas énormément, il faut dire la vérité. C'est souvent des petites choses qu'on essaye de mettre en avant. C'est le début, ça démarre, et je pense que c'est notre rôle de journaliste, justement, de pousser les bonnes initiatives. Et c'est formidable ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol de voir les embouteillages, les gens sur la plage, le premier jour de soleil. Et c'est inintéressant complètement. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi un peu le serpent qui se mord la queue? Est-ce que le public s'intéresse à d'autres sujets ou Oui, mais notre rôle aussi, c'est d'éduquer. C'est une question d'offre ou de demande? D'être journaliste, de parler des millions de gens, c'est une vraie responsabilité. Et ce qu'on dit est écouté. Donc il faut essayer d'avancer du bon côté, tout simplement. On n'est pas forcément là pour faire plaisir aux gens qui nous écoutent. On est aussi pour déranger et dire ce qui est en train de se passer. Alors, quand la technologie se met au service de la planète, les factures, c'est du papier. Le papier, c'est du bois. Le bois, ce sont les arbres. Et pourtant, tout pourrait être simple comme un email. C'est le thème de l'éco-geste de la semaine. Il nous vient, comme d'habitude, de nos confrères de Télé-Québec. Comme tout le monde, vous recevez probablement chaque mois des factures avec leurs enveloppes retour, leur publicité et encore des factures. Elles s'empilent sur le bureau, remplissent les classeurs et finissent leur vie au recyclage, ou pire encore, à la poubelle. Pour régler le problème, vous pouvez choisir de recevoir la plupart de vos factures et relevés par courriel. C'est simple, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Internet de votre institution bancaire ou à l'adresse électronique de vos fournisseurs de services pour adhérer à leur facturation électronique en seulement quelques clics. Et dites adieu aux enveloppes. Mais surtout, n'imprimez pas systématiquement vos factures. Cela annulerait en partie votre belle économie de papier. Alors, Yann Arthus Bertrand, ça c'est un exemple. Mais vous savez, d'abord, c'est un gros business. Hein. Les relevés, par exemple, de la banque postale doivent automatiquement passer par la Poste, parce que Banque Postale appartient à la Poste, et que la Poste fonctionne avec des timbres. Donc plus il y a de courriers, mieux c'est pour le business. C'est le paradoxe d'aujourd'hui. Et puis si on n'a plus de courriers, qu'est-ce qu'on fait des facteurs? Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, je crois, sur ce qu'il faut se battre, c'est sur la publicité qu'on reçoit. Ces tonnes de papier qu'on reçoit qui servent à rien. Dans les boîtes qui remplissent ça, les boîtes je aux lettres. pense que ça devrait être vraiment interdit. Alors, quel genre d'éco-citoyen est-ce que vous êtes, vous? Quels sont ces petits gestes que vous faites pour préserver la planète? Nous, on est un peu des spécialistes. Alors, on est là. Je vous demande pas vous, je demande à vous. Mais non, mais Yann moi, Arthus Bertrand, vous, nous, disons-nous, je parle de la Fondation, parce que dans ma Fondation, les gens sont encore plus activistes que je le suis moi. C'est des jeunes qui sont presque nés activistes, alors que moi, je suis devenu doucement. Aujourd'hui, j'ai bien pris, ça c'est l'histoire de 10-10 en fin de compte, j'ai bien compris que toute ma vie quotidienne, tout ce que je consommais tous les jours, du sandwich que j'achetais dans un restaurant, du café que je prends, du journal que j'achète, quand je conduis ma voiture, je dépense du carbone, forcément il y a du carbone dedans, donc je fais attention. Peut-être d'acheter un petit peu différemment, mais surtout de ne pas jeter, de consommer tout. Si vous avez une poubelle, tout ce que vous jetez, c'est du carbone qui a été dépensé pour faire pousser la viande que vous jetez. L'animal, il a fallu du fuel pour le nourrir, il a fallu du fuel pour le transporter, les légumes, les cartons que vous jetez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que le blues un peu écolo, on dit, les gens ont un peu ras-le-bol, c'est qu'on a bien compris que d'être écolo, c'est pas uniquement de fermer son robinet quand on se lave les dents, c'est pas uniquement de trier ses déchets et d'acheter bio. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est consommer différemment. C'est vivre mieux avec un peu moins, de façon un petit peu différente. Alors c'est pas de la décroissance. Je pense que même si ça l'est un petit peu quand même, faut pas en avoir peur. C'est faire un petit peu d'effort et surtout réfléchir. Et moi, je suis partie d'une génération où dans les années 50, on n'avait pas grand-chose. Donc d'un seul coup, les grands supermarchés sont arrivés et on a remplissé les caddies, on trouvait ça formidable. C'est génial d'acheter, de pouvoir consommer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne peut plus vivre comme ça. On les appelle les sentinelles de l'environnement. Mais les abeilles souffrent d'un mal inconnu. Dans la nature, elles disparaissent, meurent par dizaines de milliers chaque jour. Alors elles ont trouvé un refuge inattendu. Désormais, les ruches prospèrent sur le béton des villes. C'est le nouveau feuilleton de Coup de pouce pour la planète. On regarde tout de suite le premier épisode. Heureuse comme une abeille en ville. Les ruches citadines se multiplient un peu partout dans le monde et Paris n'échappe pas à la règle. On en trouve partout, sur les bâtiments les plus prestigieux de la capitale, mais aussi chez de simples particuliers. Parce qu'elles sont à l'abri des pesticides et autres engrais,
Les abeilles ont fait des villes un de leurs terrains de butinage favoris, et c'est tant mieux, car il y a urgence. Je suis apiculteur depuis 1960. Des abeilles, on en perd, disons, une colonie ou deux chaque année. Mais depuis 3 ans, chaque année, c'est un tiers de mon cheptel qui meurt. C'est pas normal. Produits chimiques, virus, parasites, le coupable n'est pas clairement identifié. Mais l'inquiétude, elle, est bien réelle. L'abeille est le pollinisateur le plus important de notre planète. Un tiers de notre nourriture dépend directement de son travail. Michel et Armand vivent au 4e étage d'un modeste immeuble parisien. Le couple possède 3 ruches. Les abeilles, pour eux, c'est d'abord une affaire de cœur. Lui a commencé ici en 85 à mettre une ruche sur son balcon. Et moi, la même année, j'ai commencé à mettre une ruche dans mon jardin à Antony. Mon mari est décédé et comme c'est toujours mieux d'être plusieurs, à 2 au moins pour s'occuper des ruches, on s'est occupé de nos ruches. C'est comme ça que le faux bourdon a trouvé sa reine. Voilà. Là, c'est un petit coussin pour leur petit confort, pour pas qu'elles aient froid. Ouais, Vous trouvez la ponte? Ah oui, là, il y a la ponte. C'est une belle ponte. Et là, on vit avec. On les surveille, on les chouchoute, on voit s'il leur manque quelque chose. Elles font partie de la famille. Vous voyez cette couleur-là, eh bien, c'est le miel d'acacia. Oh, il a vraiment les caractéristiques du miel de Paris. Hein. Oui. On ne retrouve ce goût nulle part ailleurs. Eh ben, c'est un miel qui a un petit goût exotique, qui est un peu mentholé, et c'est un goût que je n'ai jamais trouvé ailleurs qu'à Paris. Regardez ici, vous avez des beaux mâles. Vous voyez le mâle là? Vous voyez là? Comme il est gros là aussi, vous en avez encore un là. Et dans Paris, vous avez énormément de fleurs, beaucoup plus qu'à la campagne. Le plus important, ce sont tous les arbres qui bordent les avenues. Et vous avez des arbres qui sont fleuris en permanence depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Il s'énerve, il fait froid. Ouais. Ah oui, là, il fait froid. À l'heure actuelle, j'aurais du mal à m'en passer, quoi. C'est ce qui me fait le plus, bon, disons, c'est une motivation d'existence. Voilà, le miel de Paris, notre feuilleton, épisode 2, la semaine prochaine. Très rapidement, une réaction? Aujourd'hui, il y a plus de biodiversité dans les villes que dans les campagnes. Ça, c'est incroyable, parce que dans les campagnes, dans les villes, on met moins de pesticides, on met moins de produits chimiques. C'est incroyable de penser qu'il y a plus d'animaux sauvages dans les villes que dans les campagnes. Ça, c'est une étude qui a été faite dernièrement à Munich. Voilà, c'est étonnant. Et puis la disparition des abeilles, ça c'est un truc qui est assez angoissant, hein, quelque part. Sans abeilles, on ne sait pas très bien pourquoi elles disparaissent. Alors, on a dit que c'est une maladie qui aurait été importée avec une espèce qu'on a importée, le fameux gaucho, le fameux pesticide, qui n'est pas d'ailleurs encore interdit aujourd'hui. Et puis les ondes de téléphone. On pense que les ondes de téléphone dérèglent les abeilles. Et je ne serais pas étonné que ça soit une des raisons. Et là, on va passer à la séquence coup d'œil. Et on va parler recyclage avec un petit clip qui imagine avec humour qu'on peut tout, mais vraiment tout, retraiter. Regardez. Vad är det för något egentligen? Det är liksom tomt. Jag føler mig helt tom. Ne serait-ce pas génial si tout pouvait se recycler aussi facilement? Rincer, plier et empiler, et vos cartons deviennent quelque chose de nouveau. Ça, c'est drôle. Parler d'écologie avec l'humour, je trouve ça formidable. Moi, j'adore. Comme quoi, on peut en parler sans être vraiment triste. Bien sûr. Allez, on va passer à une tradition de l'émission. Je vais vous donner 40 secondes, rien qu'à vous, et vous nous dites ce que c'est que votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Mon coup de pouce pour la planète, d'abord, mon coup de pouce pour la planète.
Moi, j'essaye d'expliquer qu'on peut tous faire quelque chose. Moi, je fais mon métier de photographe, que c'est mon métier de cinéaste. Mais je pense que chacun, dans son métier, peut faire quelque chose. Qu'il soit instituteur, qu'il soit ingénieur, qu'il soit pilote d'avion, il peut lui aussi faire quelque chose. Et c'est là, il ne faut pas croire que nous ne sommes pas les héros de l'écologie. Les héros de l'écologie, on est tous les héros de l'écologie. On peut tous faire quelque chose. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est mon métier, c'est d'essayer de convaincre qu'on peut tous faire quelque chose. Et ce n'est pas si difficile que ça. Et je répète, agir rend heureux. S'engager rend heureux. Faire un bon geste pour la planète, un bon coup de pouce pour la planète, vous rendra meilleur. Top. Meilleur, c'était important de le dire. Vous avez dépassé. Bien sûr que je vais dépasser. Merci Yann Arthus Bertrand d'avoir été l'invité de Coup de pouce pour la planète. Signé 10-10. Oui, on vous le rappelle, parce que l'opération 10-10, c'est ce week-end. La diffusion de Home version longue, c'est l'événement sur TV5 Monde. Quant à nous, quant à vous, n'hésitez pas à nous faire partager votre engagement sur notre site, puisque nous avons aussi notre site tv5monde.com/c2p. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Facebook. La semaine prochaine, l'économiste et journaliste Bernard Durand sera l'invité de l'émission. Yann Arthus Bertrand, au revoir. Et mettez 10-10 sur votre site. Hein. N'oubliez pas, c'est important. Allez, au revoir à toutes et à tous. Et excellente suite de programmes sur la chaîne francophone.